Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Nadine était assise dans le salon faiblement éclairé de sa demeure opulente, les mains tremblantes alors qu'elle serrait le rapport médical. Le grand lustre au-dessus d'elle projetait des reflets dorés sur le sol en marbre poli, donnant à la pièce un air de célébration, bien qu'elle ne ressentît que de l'effroi. Quelques instants plus tôt, son médecin lui avait annoncé le verdict dévastateur. Les chances qu'elle conçoive un enfant étaient incroyablement minces, peut-être impossibles. Elle refoula ses larmes, essayant de se ressaisir avant l'arrivée de Damien. Son esprit vagabonda jusqu'au jour où elle et Damien s'étaient rencontrés, se rappelant comment son sourire charismatique et son assurance l'avaient enchantée. À l'époque, elle croyait que leur union n'était pas seulement une alliance de famille puissante, mais aussi un lien d'amour. Pourtant, récemment, la pression de sa belle famille, en particulier de sa redoutable mère, était devenue si intense que Nadine ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une simple reproductrice sous surveillance constante. Chaque réunion de famille se terminait par des parents chuchotant et jetant des coups d'œil à son abdomen, jugeant son incapacité à produire le prochain héritier de leur riche empire. Le cœur de Nadine battait la chamade lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Damien entra, la posture raide et une expression indéchiffrable. Il jeta un coup d'œil au papier dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sèchement, sans chaleur dans la voix. Elle déglutit difficilement. « C'est du médecin » réussit-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ils ont fait tous les tests. Ils ont trouvé des complications. Il semble que, je ne pourrai peut-être jamais concevoir. Son silence la frappa comme une gifle. Elle s'attendait à de la pitié ou au moins à une étreinte, mais au lieu de cela, les yeux de Damien brillèrent de colère. Il lui arracha le rapport des mains, parcourant les pages comme s'il cherchait une seule ligne qui pourrait contredire ce qu'elle venait de dire. « Ce n'est pas possible » marmonna-t-il enfin, la mâchoire crispée. Il doit y avoir un autre moyen. Un autre médecin. Des larmes coulèrent sur les joues de Nadine. « J'ai tout essayé » dit-elle. FIV, traitement hormonal. Ils ne sont pas optimistes. Je suis désolé. J'aimerais. Il la coupa. Tu aimerais? Il ne s'agit pas de souhaiter, Nadine. Ma famille attend un héritier. Ma mère, elle ne tolérera pas d'excuses. Elle se retrouva clouée sur place, toute son existence s'effondrant sous le poids de ces mots cruels. Elle tendit la main vers la sienne. Damien, s'il te plaît. J'ai besoin de toi à mes côtés. Nous pouvons continuer à essayer, adopter, peut-être. Nous pouvons. Il retira brusquement sa main et jeta le rapport sur la table basse. Nous avons fini de parler de ça, claqua-t-il. J'ai une réunion demain matin. J'y réfléchirai. Mais ne t'attends pas à ce que j'attende éternellement. Nadine le regarda s'éloigner. Elle se serra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues, alors qu'un sentiment de catastrophe imminente s'installait dans son cœur. À son insu, ce n'était que le début, la première fissure dans un mur sur le point de s'effondrer, changeant son monde à jamais. Le lendemain, Nadine se réveilla dans le silence suffocant de sa chambre, son esprit tourmenté par l'écho des paroles de Damien de la nuit précédente. Elle s'habilla avec soin, un pantalon noir ajusté et une blouse blanche impeccable, espérant qu'une apparence digne pourrait lui donner un peu de confiance pour affronter la tempête qu'elle savait imminente. Elle fut convoquée au domaine ancestral de la famille, un manoir imposant perché sur une vaste propriété bordée de haies taillées au cordeau et de statues de marbre. Entourée de portraits d'ancêtres dont les yeux semblaient la juger, Nadine sentit son estomac se nouer. La mère de Damien, Eleanor Moretti, était assise sur une chaise longue en velours, le dos droit et l'expression fermée. « Asseyez-vous » ordonna Eleanor. Damien se tenait près de la cheminée, son regard évitant celui de Nadine. Immédiatement, la tension dans l'air indiqua à Nadine que cette réunion n'allait pas bien se terminer. Prenant place, Nadine s'éclaircit la gorge, essayant de stabiliser sa voix. « Vous vouliez me voir » Les lèvres d'Eleanor esquissèrent un semblant de sourire. Mais ses yeux étaient froids. « J'ai déjà pris des dispositions pour que mon fils rencontre Vanessa Harding. Ils se marieront bientôt. Nous avons des liens commerciaux qui doivent être scellés par le mariage.
Quelqu'un qui peut donner à la famille Moretti ce dont nous avons besoin. Le choc traversa Nadine. Mais, je suis la femme de Damien. Déclara-t-elle, la voix tremblante. Vous ne pouvez pas juste. Éléanore leva une main, la faisant taire. Nous le pouvons et nous le ferons. Le médecin a confirmé que vous nous êtes inutile, stérile, si vous préférez ce mot. Votre position dans cette famille dépendait de votre capacité à fournir un héritier. Vous avez échoué. Et nous ne sommes pas une famille qui tolère l'échec. Des larmes piquèrent les yeux de Nadine. J'ai essayé tous les traitements. Je ne désirais rien de plus que d'avoir un enfant. Ce n'est pas ma faute. Damien la regarda enfin, mais seule une lueur de culpabilité traversa ses traits. C'est fini, Nadine. Il jeta une enveloppe Kraft sur la table basse en marbre. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce. Sa voix était dépourvue de tout sentiment. Signez-les. Elle ne pouvait plus respirer. Tout ce qu'elle craignait se matérialisait sous ses yeux. D'un seul geste cruel, sa vision se brouilla, et elle cligna rapidement des yeux pour chasser ses larmes. Comme elle ne bougeait pas assez vite, 2 des gardes personnels de Damien s'avancèrent. Au début, Nadine pensa qu'ils avaient l'intention de l'escorter jusqu'à une chambre d'amis, au moins de lui donner un moment pour se ressaisir. Mais leur poigne énergique sur ses bras clarifia tout. Ce n'était pas une expulsion délicate. Il la traînait dehors. « Arrêtez » cria-t-elle en se débattant. « Damien, s'il te plaît. » Damien ne dit rien, et sa mère se contenta de se détourner, comme si même assister à l'angoisse de Nadine était indigne d'elle. Les gardes poussèrent Nadine hors des immenses portes d'entrée, ses pieds trébuchant sur le seuil. Son souffle se coupa dans sa gorge alors qu'elle réalisait qu'elle était rejetée par cette famille, par la vie qu'elle avait cru être la sienne. Tombant à genoux sur l'allée de gravier, Nadine ressentit une douleur cuisante aux paumes et aux genoux. Elle regarda par-dessus son épaule juste à temps pour voir la porte claquer, point final à la vie qu'elle avait connue. Cet après-midi-là, Nadine pensait que le pire était passé. Mais la véritable horreur commença le lendemain matin lorsqu'elle se réveilla dans une modeste chambre d'hôtel où elle s'était enregistrée à la hâte la nuit précédente. Son téléphone vibrait sans cesse d'appels et de notifications. Les yeux encore embrumés, elle le prit, pour découvrir que son visage était placardé sur tous les grands sites de potins. Épouse stérile jetée comme un déchet. Nadine Moretti sans héritier chassée du manoir. La douleur et l'humiliation se mêlaient alors qu'elle parcourait article après article. Les paparazzis avaient capturé chaque seconde angoissante des gardes la traînant dehors. Les médias se délectaient de sa chute. Chaque détail semblait plus cruel que le précédent. Nadine essaya d'appeler quelques-uns de ses amis les plus proches, cherchant désespérément ne serait-ce qu'une lueur de soutien. Mais chaque appel tomba sur la messagerie vocale. En milieu d'après-midi, des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles la famille Moretti l'avait complètement coupé des ponts. Les amis de Nadine dans la haute société, des gens avec qui elle avait dîné et passé des vacances, agissaient maintenant comme s'ils ne l'avaient jamais connue. Elle était persona non grata, une paria sociale qui n'avait rien à leur offrir. Son dernier espoir était d'appeler ses propres parents. Bien que leur relation ait été tendue, ses parents se sentaient éclipsés par la richesse des Moretti. Nadine croyait en l'amour inconditionnel de la famille. Lorsque sa mère décrocha, les premiers mots furent « Comment as-tu pu nous couvrir d'une telle honte ? Tout le monde dans le quartier parle de ton incapacité à avoir des enfants. C'est embarrassant. » Nadine ravala ses larmes. « Maman, j'ai juste besoin d'un endroit où rester pour un moment. Je m'occuperai du reste plus tard. S'il te plaît. » Un silence s'étira, épais et gênant. « Nous ne sommes pas en mesure de t'aider pour le moment, » répondit finalement sa mère. « Il y a trop de commérages. Nous ne pouvons pas nous impliquer. » La ligne fut coupée. Le téléphone de Nadine glissa de sa main alors qu'elle réalisait qu'elle était seule, véritablement seule. En sortant de l'hôtel, elle fut accueillie par des flashs d'appareils photo et des microphones indiscrets. Chaque pas qu'elle faisait ressemblait à une marche de la honte sous le regard implacable des paparazzis. Les questions étaient vives et incessantes. Trompiez-vous Damien? Qu'est-ce que ça fait d'être jeté dehors? Est-il vrai que vous êtes stérile? Elle se fraya un chemin à travers eux, les larmes lui brûlant les yeux. Elle se réfugia dans une ruelle voisine, glissant contre le mur de briques froides. Le monde qu'elle avait connu pendant des années se désintégrait, et elle n'avait nulle part où aller. Au plus bas, Nadine enfouit son visage dans ses mains,
souhaitant pouvoir disparaître. Mais quelque part sous l'humiliation, une petite étincelle de détermination s'alluma. Elle ne savait pas comment elle survivrait, mais elle jura que ce ne serait pas la fin de son histoire. Pendant 4 heures, Nadine erra dans les rues de la ville, évitant les caméras et cherchant un endroit qui pourrait lui offrir un peu de réconfort. Les néons vibrants des boutiques de luxe et des restaurants animés contrastaient vivement avec ses poches vides et son esprit brisé. Elle serrait le peu d'argent liquide qui lui restait, suffisant peut-être pour quelques nuits dans un logement bon marché et un peu de nourriture, mais certainement pas assez pour subvenir à ses besoins longtemps. Alors que le crépuscule tombait, elle remarqua l'imposante silhouette d'un vieux bâtiment en briques. Un petit panneau indiquait « Orphelinat Sainte-Marie ». La curiosité et le désespoir la conduisirent jusqu'au portail, qui était légèrement entrouvert. Des rires d'enfants flottaient dans l'air, et ce son mélodieux lui offrit un réconfort inattendu. S'aventurant à l'intérieur, elle fut accueillie par la vue d'une cour où quelques enfants jouaient, leurs vêtements usés mais leurs yeux brillants d'espoir. Une femme d'âge moyen aux traits bienveillants s'approcha. « Bonjour », dit doucement la femme, l'inquiétude évidente dans son regard. « Est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air d'avoir eu une journée difficile. » Nadine tenta un sourire, mais les larmes recommencèrent à brouiller sa vision. « Je suis désolée », réussit-elle à dire. « Je ne sais où aller d'autre. » « Entrez », répondit doucement la femme, conduisant Nadine dans une modeste cuisine. L'arôme du pain frais et de la soupe chaude emplissait l'air, apaisant immédiatement ses nerfs. « Je suis sœur Helena, et j'aide à diriger cet orphelinat. Vous pouvez rester ici ce soir, si vous avez besoin d'un abri. » Autour d'un simple repas de pain et de soupe, Nadine se surprit à se confier, du moins partiellement. Elle ne partagea pas tous les détails humiliants, mais ses yeux rougis et ses mains tremblantes en disaient long sur son histoire. Sœur Helena lui serra le bras avec réconfort. « La vie peut être cruelle, » dit sœur Helena, sa voix douce mais ferme. « Mais elle peut aussi être étonnamment bienveillante. Vous êtes la bienvenue pour rester aussi longtemps que vous en aurez besoin, bien que je craigne que nous n'ayons pas grand-chose en termes de confort. » Même un mince matelas sur le lit de camp de l'orphelinat lui parut un répit luxueux face aux froides rues de la ville. Cette nuit-là, Nadine resta éveillée, écoutant la douce respiration des enfants endormis dans les pièces adjacentes. Elle se sentait étrangement en paix parmi ces petites âmes qui avaient connu des difficultés inimaginables mais parvenaient toujours à trouver le rire dans leur journée. Un vœu silencieux prit forme dans son esprit. Elle refusait de disparaître dans l'obscurité, aussi bas fût-elle tombée. Ses enfants n'avaient rien, et pourtant ils croyaient encore en un lendemain meilleur. Avec cette prise de conscience, Nadine se promit qu'elle ne resterait pas brisée. Elle retrouverait sa dignité et, un jour, son pouvoir. Les jours se transformèrent en semaines. Nadine aidait sœur Helena à l'orphelinat, préparant les repas, nettoyant les chambres et lisant des histoires aux enfants avant de dormir. Même dans son chagrin, elle découvrit un nouveau but en prenant soin d'enfants qui n'avaient personne d'autre. Dans leurs visages innocents, elle voyait le reflet de ce qui aurait pu être. Si seulement son corps avait coopéré, si seulement elle avait pu donner naissance à l'héritier que la famille Moretti exigeait. Mais avec le temps, une maladie inquiétante la tourmenta. Elle se réveillait chaque matin avec d'intenses nausées, se précipitant parfois vers la petite salle de bain de l'orphelinat avant de pouvoir commencer sa journée. Au début, elle attribua cela au stress, à l'anxiété, peut-être même à une grippe persistante. Mais sœur Helena, remarquant la pâleur et la perte de poids de Nadine, insista pour qu'elle consulte une clinique locale. À contre-cœur, Nadine accepta, son cœur battant à la possibilité d'un diagnostic médical funeste. Assise dans la salle d'attente exiguë, elle sentit la tension lui nouer l'estomac. Lorsqu'on appela son nom, elle entra machinalement dans le bureau du médecin. Le médecin, un homme âgé et aimable avec des lunettes perchées sur le bout de son nez, prit ses constantes vitales et nota ses symptômes. Après quelques tests, il lui demanda poliment d'attendre. La tête de Nadine tournait d'inquiétude, se rappelant le diagnostic humiliant qui avait brisé son mariage. Finalement, le médecin revint, fermant la porte derrière lui. « Mademoiselle » commença-t-il prudemment, parcourant son dossier. « Vous avez mentionné des antécédents vous indiquant que vous ne pourriez jamais concevoir ?» Nadine déglutit difficilement et acquiesça. « C'est exact, murmura-t-elle. »« Pourquoi ?» Un petit sourire bienveillant se dessina sur les lèvres du médecin. « Eh bien, ces résultats de laboratoire racontent une histoire différente. Vous êtes enceinte. De jumeaux, qui plus est. Félicitations.
Son esprit se vida. Elle le fixa, attendant la chute. Comme il n'y en avait pas, ses yeux s'emplirent de larmes. Enceinte? Elle avait été certaine que son corps ne pouvait pas faire ça. Et pourtant, c'était là, un miracle. Mais comment? Réussit-elle à articuler, ses pensées dégringolant comme des dominos? Parfois. Expliqua le médecin, le corps a besoin de temps pour réagir au traitement, ou les diagnostics antérieurs peuvent être inexacts. Quoi qu'il en soit, vous portez bien des jumeaux. Vous aurez besoin de vitamines prénatales, de visites de contrôle régulières. Surtout compte tenu du stress que vous avez subi. Le monde de Nadine tourna. L'enfant qu'elle avait tant désiré n'était pas seulement possible. C'était déjà une réalité, doublée. En quittant la clinique, un tourbillon d'émotions l'envahit. Joie, terreur, excitation, confusion. La famille Moretti l'avait jetée dehors parce qu'ils la croyaient stérile. Mais elle n'était pas stérile du tout. Après la première vague d'euphorie, une pensée glaçante s'installa. Si Damien était au courant de ses enfants, il viendrait les chercher. Sa famille impitoyable ne laisserait jamais leurs héritiers en dehors du giron. Nadine avait vécu assez longtemps sous cette poigne de fer pour savoir que si elle revenait, elle serait forcée de leur donner ses bébés, ou serait soumise à une vie de soumission une fois de plus. Elle posa une main sur son abdomen encore plat, ses instincts protecteurs s'enflammant. Une chose était certaine. Elle devait se cacher, pour le bien de ses enfants à naître. Un nouveau chemin s'ouvrait devant elle, et elle était déterminée à le parcourir, aussi périlleux soit-il. Cette nuit-là, Nadine raconta tout à sœur Helena. La femme plus âgée écouta sans interruption, les yeux remplis de compassion. Lorsque le récit de Nadine prit fin, sœur Helena posa doucement une main sur la sienne. « Vous devez faire ce qu'il y a de mieux pour ces enfants, dit doucement sœur Helena. Si rester ici les met en danger, alors je vous aiderai à partir. » Au cours des jours suivants, Nadine et sœur Helena organisèrent discrètement chaque détail de la disparition de Nadine. Avec le reste de ses bijoux personnels, des pièces qu'elle avait réussi à cacher du domaine Moretti, Nadine obtint suffisamment de fonds pour acheter un billet d'avion aller simple pour l'étranger et de faux papiers d'identité. Sœur Helena contacta une connaissance lointaine spécialisée dans les déménagements discrets, s'assurant que les traces de Nadine seraient effacées. La nuit précédant son départ, Nadine se tint devant la modeste chapelle de l'orphelinat, éclairée par une seule bougie vacillante. Bien qu'elle n'ait jamais été particulièrement religieuse, elle trouva un sentiment de calme dans le silence feutré de la chapelle. Elle posa une main douce sur son abdomen, ressentant un immense sentiment de détermination. « C'est notre nouveau départ », murmura-t-elle à ses jumeaux à naître. « Je promets de vous protéger. » Tôt le lendemain matin, elle serra sœur Helena dans ses bras pour lui dire au revoir, les larmes aux yeux pour toutes les deux. À la faveur de l'aube, Nadine se glissa dans un taxi. Une demi-heure plus tard, elle montait à bord d'un avion avec seulement une petite valise contenant quelques effets personnels. Tout le reste, l'identité sous laquelle elle avait vécu autrefois, elle le laissa derrière elle sans regarder en arrière. Son nouveau nom était Nadine Stone, une femme avec un avenir libérée des chaînes de l'Empire Moretti. Elle s'enfonça dans son siège d'avion, expirant un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle était déterminée à se tailler une vie qui protégerait ses enfants des cruautés qu'elle avait endurées. Pourtant, même alors qu'elle planait au-dessus des nuages, Nadine sentit son pouce accélérer à la pensée de ce qui l'attendait. Elle avait quelques économies, un faux passeport et une résolution d'acier. Mais construire une nouvelle vie n'était pas une mince affaire, surtout une vie exigeant suffisamment de pouvoir pour rester hors de portée de Damien pour toujours. Ignorant que le destin avait d'autres plans, Nadine ferma les yeux, murmurant une prière silencieuse pour la force dont elle aurait besoin. Bien qu'elle n'eût aucune idée de ce qui l'attendait sur des rives étrangères, elle était certaine d'une chose. Elle ne laisserait jamais personne, surtout Damien, revendiquer ses enfants. Nadine atterrit dans de Lawson Global. Un gratte-ciel moderne avec des vitres teintées et le nom Lawson arboré au sommet. Il lui adressa un sourire rassurant. « Sois forte, ma sœur. Nous savons toutes les deux que tu as le dessus. » Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur privé et monta au dernier étage. Le couloir menant à la salle du conseil était bordé de portraits d'hommes au visage sévère, des Lawson des générations passées. Kémy pouvait presque sentir leur jugement à travers les cadres. À l'intérieur de la salle du conseil, elle trouva le chef Lawson, Lady Angela, Derek et plusieurs cadres supérieurs.
Ils avaient déjà pris place autour d'une longue table polie. Elle tenta de calmer ses nerfs en s'installant sur une chaise vide à l'extrémité. Angela ne prit pas la peine de cacher sa grimace. Le chef Lawson commença par des formalités, discutant des performances de l'entreprise, des expansions et des fusions à venir. Aucune question ne fut posée à Kémy, aucune parole ne lui fut accordée. Elle n'était qu'une observatrice, comme l'invitation l'avait stipulé. Pourtant, la tension dans l'air était palpable. Elle pouvait sentir les courants sous-jacents, les alliances tacites essayant d'évaluer ses réactions. À mi-parcours, un cadre s'éclaircit la gorge. Nous sommes également ici pour aborder une affaire personnelle au sein de la famille. Lady Angela se pencha en avant, les yeux fixés sur Kémy. Oui. Nous voulons nous assurer que la réputation de la famille Lawson reste impeccable. Le mariage de Derek a soulevé quelques questions. Kémy déglutit discrètement. Derek évitait son regard, et son cœur se serra. Était-il de mèche? Allait-il la présenter comme un regrettable détour dans l'histoire de la famille? Je comprends, dit-elle calmement, bien que sa voix tremblât légèrement. Bien, dit le chef Lawson. Nous voulons voir comment vous vous comportez sous pression. Si vous devez être associé à ce nom, vous devez vous tenir impeccablement. Le reste de la réunion se déroula dans un tourbillon d'accusations voilées et de subtils jeux de pouvoir. Kémy sentit les regards la transpercer. Elle garda ses réponses brèves, consciente d'être sous un microscope. Au moment où cela se termina, elle savait une chose avec certitude. Cette invitation était un avertissement clair. Elle était observée, testée et évaluée. Elle ne faisait pas partie de la famille à leurs yeux. Simplement un rouage qu'ils pourraient choisir de retirer à tout moment. Cependant, ils ne réalisaient guère que le plus petit rouage d'une machine peut devenir l'engrenage le plus critique lorsque toute la structure repose sur des fondations cachées. 2 semaines plus tard, une autre réunion formelle du conseil d'administration fut convoquée, cette fois un événement exclusif au domaine privé des Lawson. Kémy fut de nouveau invitée, qualifiée d'observatrice. Elle remarqua un changement intéressant dans la disposition des sièges. Au lieu d'avoir une place à côté de Derek, elle trouva sa chaise placée à l'extrémité, pratiquement dans l'ombre. Dès qu'elle s'installa, Lady Angela laissa échapper un rire qui résonna dans la pièce ornée. « Oh ma chère, vous pouvez vous asseoir là si vous le souhaitez. Nous ne voudrions pas que vous vous sentiez trop submergé par les affaires. » Plusieurs cadres ricanèrent, comme sur un signal. Derek, assis près de son père, semblait partager mais ne dit rien. Kémy sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un simple oubli, c'était orchestré pour la rabaisser, pour la faire se sentir petite. La réunion commença, plongeant dans les expansions, les profits et les nouveaux partenariats internationaux. Des coupes de champagne furent distribuées. Kémy remarqua comment la conversation s'orienta de nouveau vers ses origines. Un cadre se pencha, parlant assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai entendu dire que Kémy venait d'un tout petit village. Ce doit être un sacré choc culturel, hein? Elle serra la mâchoire, croisant son regard. Oui, ça l'est, mais pas aussi choquant que je m'y attendais. La richesse est universelle. Tout comme la cruauté. Il cligna des yeux, momentanément décontenancé, mais se reprit rapidement avec un ricanement dédaigneux. Ils continuèrent leur moquerie discrète, se donnant des coups de coude, souriant de cette manière condescendante qui criait « Tu n'as pas ta place ici ». À mi-parcours, Lady Angela fit signe à un domestique de remplir les verres. Elle retourna son regard glacial vers Kémy. « Alors ma chère, avez-vous d'autres objectifs que d'être la femme de Derek ?» Le groupe éclata d'un rire poli, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie sophistiquée. Kémy inspira lentement, se rappelant de garder son sang-froid. « J'ai beaucoup d'objectifs, Lady Angela. La patience n'en est qu'un parmi d'autres. » Un silence s'installa tandis que le groupe essayait de déchiffrer s'il s'agissait d'une menace subtile ou d'une répartie modérée. L'expression de Kémy ne laissa rien paraître. Les cadres retournèrent à siroter leur champagne, complètement amusés par ce qu'ils percevaient comme son impuissance. Alors que la réunion s'achevait, elle sortit sans attendre Derek. Elle ressentit une vague de puissance malgré les insultes. La moquerie avait une façon particulière d'aiguiser sa résolution. Pendant qu'ils trinquaient à leur arrogance, elle préparait discrètement un coup décisif qu'ils ne verraient jamais venir. Femi, le cousin et allié loyal de Kémy, prenait son double rôle au sérieux. En apparence,
il n'était qu'un simple chauffeur pour sa cousine et son nouveau mari. En réalité, c'était un observateur intelligent et perspicace qui savait naviguer dans les méandres des entreprises. Tard un soir, il attendit dans la voiture pendant que Derek assistait à une somptueuse réception. Mais Femi n'attendait pas seulement. Il piratait un réseau Wi-Fi public pour vérifier quelques pistes. Kemi lui avait demandé de suivre une rumeur concernant un scandale potentiel fomenté par le conseil d'administration des Lawson. En parcourant des mémos internes et des références cachées, Femi tomba sur une série de mails faisant référence à l'opération Image Propre. Le contenu était cryptique mais laissait entendre que Kemi devait être piégé ou discrédité d'une manière ou d'une autre sur le plan juridique. Cela permettrait à la famille Lawson de persuader Derek de divorcer d'elle sans répercussions financières. Ses yeux se rétrécirent. Le plan impliquait de fausses accusations de fausses déclarations conjugales, dépeignant Kemi comme une croqueuse de diamants qui avait trompé Derek. Ils avaient même une ligne budgétaire faisant référence à de fausses preuves de dettes secrètes au nom de Kemi, destinées à salir sa réputation. Le cœur battant, Femi téléchargea tout ce qu'il put sur une clé USB cryptée. Il savait que Kemi avait soupçonné que quelque chose de ce genre pourrait arriver, mais voir les preuves noires sur blanc était tout de même choquant. Quand Derek retourna enfin à la voiture, éméché et inconscient, Femi le ramena tranquillement chez lui, tout en bouillonnant intérieurement de la perfidie de cette famille. Plus tard dans la nuit, il se précipita à l'appartement de Kemi. Il la trouva dans son petit bureau, examinant des documents avec Maya. Sans un mot, il lui tendit la clé USB. Le visage de Kemi se durcit en lisant les données. « Il me piège », murmura Kemi, la voix teintée à la fois de colère et d'inévitabilité. Elle leva les yeux vers Femi. « Merci. » Maya, regardant par-dessus l'épaule de Kemi, laissa échapper un sifflement bas. C'est tellement manifestement illégal que c'en est presque comique. Il falsifie des documents pour vous piéger. Et Derek, il n'est même pas au courant, ou bien si? Kemi fixa l'écran, une oppression se formant dans sa poitrine. Nous allons le découvrir. Mais une chose est certaine, il me pousse dans mes retranchements. Je ne les laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. Je ne suis pas impuissante. Elle passa ses doigts sur la clé USB, comme si la tenir lui redonnait de la force. La tempête s'intensifiait, mais la fureur calme de Kemi était plus puissante que jamais. Ils allaient apprendre les conséquences de l'avoir sous-estimé, un coup discret à la fois. Cette même semaine, Derek entra dans le salon, l'air agité. Kemi venait de terminer un appel avec Maya lorsqu'il la confronta. « J'ai besoin de te parler », commença-t-il, les yeux fuyant nerveusement. « Mes parents. Ils n'arrêtent pas de me parler de ce mariage. Ils disent que ça devient un handicap pour l'entreprise familiale. » Kemi croisa les bras. « Et tu les crois ?» Il se gratta la tête, refusant de croiser son regard. « Ils me disent que tes origines suscitent la controverse. Que ça pourrait nuire à des contrats potentiels. Je suis coincé au milieu, Kemi. » Elle s'approcha, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Tu es mon mari. Vas-tu me soutenir ou non ?» Il hésita, juste assez longtemps pour répondre à sa question tacite. « Ils m'offrent un dédommagement, d'accord ? Ils ont dit que si je me sépare de toi, je pourrai conserver ma part des actifs familiaux, et ils me laisseront développer mes propres entreprises avec leur soutien. » Le cœur de Kemi se serra. Elle avait espéré que Derek n'était qu'un produit d'une éducation gâtée, encore capable d'une loyauté sincère. Mais l'entendre parler si clairement d'un dédommagement lui fit plus mal que tous les ricanements de sa mère. « Alors, c'est tout ce que je suis pour toi ? Un tremplin vers ton héritage. » Sa voix tremblait. Le regard de Derek vacilla de culpabilité. « Non, ce n'est pas ça. Mais c'est mon avenir. L'avenir de notre famille. Tu dois comprendre à quel point c'est important. » Elle secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « Notre famille ? Clairement, je ne fais pas partie de ta famille. Il te pousse à m'exclure. Et tu l'envisagerais. » Il tendit la main vers son bras, mais elle se dégagea. Sa bouche bougea silencieusement comme s'il essayait de former des mots de réconfort. Mais rien ne vint. Kemi sortit sur le balcon, sa colère et son chagrin se mêlant en une tempête d'émotions. Elle refusa de se retourner vers lui. Seule sous le ciel nocturne, elle inspira l'air frais, se ressaisissant. Les illusions d'un mariage aimant s'effondraient.
Les parents de Derek l'avaient manipulée en lui faisant croire qu'elle était l'obstacle. Mais elle avait bien plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait. À l'intérieur, Derek fixait la porte fermée du balcon, déchiré entre la loyauté envers sa famille et la femme qu'il pensait autrefois aimer. Ni lui ni Kémy ne réalisaient que les faibles liens qui les retenaient encore ensemble étaient sur le point de se rompre entièrement dans les jours à venir. Une enveloppe impeccable arriva par coursier spécial le lendemain matin. Kémy reconnut le blason, Lawson Global. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques indiquant que la famille Lawson avait l'intention de garantir ses intérêts commerciaux, en s'assurant que le mariage de Derek ne constituait pas une menace financière. Ils exigeaient que Kémy renonce à toute réclamation future qu'elle pourrait avoir sur la fortune des Lawson. Essentiellement, c'était un accord stipulant que si Derek divorçait d'elle, elle perdrait toute pension alimentaire ou participation aux actifs des Lawson. C'était une frappe préventive, une exigence scandaleuse qui puait l'arrogance. Kémy prit une photo des documents et les envoya à Maya, puis les rangea calmement. Elle retourna à sa routine quotidienne, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle s'était toujours attendue à une forme d'intimidation juridique, mais l'audace la piquait encore. Au moment où la soirée arriva, elle avait décidé de confronter Derek. À sa surprise, il ne rentra pas chez lui. Un seul texto arriva, « J'ai besoin d'espace. Je suis chez mes parents. » Ces mots ne firent que confirmer ce qu'elle soupçonnait, il était trop lâche pour affronter la tempête qui se préparait. Elle passa la nuit à élaborer sa contre-stratégie avec Maya. Elles avaient déjà ses parts majoritaires cachées dans un dédale de fiducies et de sociétés écrans. Signer des papiers de transfert pour la fortune des Lawson ne signifiait rien si Kémy détenait réellement une participation majoritaire cachée dans l'épine dorsale technologique qui soutenait leur empire. Elle pouvait signer leurs documents 1000 fois, cela ne changerait rien à cette réalité fondamentale. Pourtant, le bilan émotionnel pesait sur elle. Elle n'avait pas voulu d'une bataille avec la famille de Derek, mais il la forçait à agir. La question n'était plus de savoir si elle allait riposter, mais quand. Au cabinet d'avocat de Maya, en centre-ville, un espace élégant rempli de parois de verre et de mobilier minimaliste, Kémy et ses amis étalèrent une série de documents sur une grande table de conférence. Le plan était complexe, ils allaient initier une acquisition secrète d'actions Lawson supplémentaires par le biais du réseau de Greyfield, accordant ainsi à Kémy une majorité indéniable. Maya tapota un stylo contre la table. Nous finaliserons l'achat la semaine prochaine. Une fois cela fait, vous aurez une participation majoritaire dans Lawson Global. Après cela, toute décision qu'ils prendront pourra être annulée par vous. La question est, voulez-vous le révéler immédiatement? Kémy parut pensive. Pas encore. Je veux qu'ils dévoilent complètement leur jeu. Je veux voir jusqu'où ils iront. Mais nous devons mettre les pièces en place pour que, lorsque je le révélerai, il n'y ait aucune échappatoire pour eux. Fémy entra dans le bureau, venant de terminer quelques courses. Il y a plus d'agitation au sein du conseil, rapporta Teil. Ils disent que Derek se rangera du côté de ses parents. Il a accepté le divorce, dès qu'ils pourront légalement vous coincer avec des preuves fabriquées. Les yeux de Kémy se rétrécirent. Elle ravala la boule qu'elle avait dans la gorge, refusant de pleurer. Elle avait assez pleuré. C'était maintenant le moment d'agir. Laissez-les faire. Je n'avertirai pas Derek. S'il a fait son choix, qu'il en soit ainsi. Maya hocha la tête, son expression féroce. Et s'il finalise le divorce, vous détiendrez toujours tout le pouvoir. Ils ne le verront pas venir. Exactement, répondit Kémy, la voix ferme. Je leur montrerai les conséquences de m'avoir sous-estimé. Ils ont confondu silence et faiblesse. Prouvons-leur qu'ils ont tort. À cet instant, Kémy se sentit moins victime et plus reine sur un échiquier, positionnant soigneusement ses pièces. Dans son esprit, elle imaginait Lady Angela, le chef Lawson et tout le conseil tomber comme des dominos. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, mais de justice pour chaque insulte, chaque remarque condescendante, chaque tentative de la rabaisser. Le jour du jugement approchait à grands pas. Malgré le chaos tourbillonnant dans sa vie, Kémy fit un bref voyage de retour au village de sa grand-mère, cherchant réconfort et sagesse. Le trajet fut long, les routes poussiéreuses contrastant vivement avec les rues polissées de la ville du monde des Lawson. Fémy l'accompagna, comme toujours, mais cette fois plus en tant que famille qu'en tant que chauffeur. Quand ils arrivèrent au petit hameau, les souvenirs affluèrent.
La douce voix de sa grand-mère, l'esprit communautaire des villageois et les joies simples qu'elle avait autrefois connues. Kémy se dirigea vers une minuscule et humble hutte près du bord du village, où résidait une vieille amie de son défunt mentor, Henry Greyfield. Une femme âgée nommée Mama Eno l'accueillit avec un sourire édenté. « Mon enfant, dit Mama Eno, j'ai entendu dire que tu portais des fardeaux. » Elle conduisit Kémy à l'intérieur, lui offrant un tabouret en bois pour s'asseoir. Kémy se confia à la femme au sujet de la trahison professionnelle, de son mariage en ruine et de l'héritage qui pesait sur son âme. Mama Eno écouta attentivement, fermant parfois les yeux comme en prière. « Henry m'a parlé de toi avant de mourir, dit-elle finalement. Il a dit que tu avais un cœur d'or, mais une colonne vertébrale d'acier. Il savait que le jour viendrait où tu te dresserais face à de grandes forces qui te sous-estimeraient. » Les yeux de Kémy s'emplirent de larmes. « J'ai peur. Pas de perdre de l'argent, mais de devenir comme eux, vengeresse, cruelle. Henry voulait que j'utilise ce pouvoir pour le bien. » Mama Eno posa une main ridée sur celle de Kémy. « Le pouvoir peut purifier ou corrompre. Souviens-toi de tes racines. Souviens-toi des leçons d'humilité. C'est ton bouclier. » Elles parlèrent pendant des heures, la brise chaude transportant le parfum de la terre fraîchement labourée. Quand Kémy sortit, elle ressentit un regain de clarté. Elle se battrait, oui, mais elle ne deviendrait pas un monstre. Son but n'était pas de ruiner la famille Lawson, mais de revendiquer sa place légitime et de défendre les valeurs qu'Henry lui avait inculquées. Elle et Fémy quittèrent le village, tous deux animés d'une résolution plus profonde. Le chemin à parcourir pouvait être semé d'embûches, mais les convictions de Kémy avaient été fortifiées par la paix qu'elle avait trouvée dans son passé. De retour en ville, Kémy découvrit qu'elle avait été inscrite, sans son consentement, pour assister à un gala de haut vol organisé par les Lawson. Il était présenté comme un événement caritatif, mais sous le vernis de la bonne volonté se cachait un courant sous-jacent de réseautage d'entreprises et d'étalage de pouvoir. Kémy arriva seule, portant une robe magnifique mais simple qui attira les regards admiratifs des badauds. Elle aperçut Lady Angela près de la scène, s'adressant à la foule avec un air d'autorité royale. Derek se tenait près de sa mère, l'air mal à l'aise. Au fil de la soirée, Lady Angela demanda l'attention de tous. Un silence tomba sur la pièce. Dans un geste audacieux et dramatique, Angela commença à parler des changements au sein de la famille Lawson. Elle lança des phrases comme « Allez de l'avant »,« Protéger le nom de la famille » et « Embrasser de nouveaux commencements ». Le cœur de Kémy battait la chamade. Quelque chose n'allait pas. Puis vint la bombe. Angela annonça publiquement que Derek serait bientôt libre de tout engagement, faisant fortement allusion à un divorce imminent avec Kémy. Le public retint son souffle, et des murmures parcoururent la salle de bal. Derek, pâlissant, hocha simplement la tête en signe d'accord forcé. Kémy se figea. Elle sentit tous les regards dans la pièce se tourner vers elle. Lady Angela croisa son regard, un sourire triomphant tordant ses lèvres. Le silence humiliant étouffait Kémy comme une couverture suffocante. Elle fit quelques pas mesurés en avant, chacun témoignant du sang-froid auquel elle s'accrochait si fermement. Mais elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle se retourna calmement et sortit. La foule, stupéfaite, s'écarta pour la laisser passer. Derek ne fit aucun geste pour l'arrêter. Au moment où Kémy atteignit la sortie, les larmes menaçaient de couler, mais son visage resta stoïque. Elle entendit des chuchotements la suivre. Pauvre fille. Avez-vous vu comment Angela l'a humiliée? C'est un tel scandale. Pourtant, derrière le voile de ses larmes, une fureur silencieuse couvait. Les Lawson avaient joué leur carte de la manière la plus publique possible. Maintenant, c'était à son tour. Cette nuit-là, alors que Kémy était assise dans son petit bureau à domicile, elle reçut un appel urgent de Maya. La voix de l'avocate vibrait d'excitation. Kémy, regarde. L'intérêt de Nadine. Assise dans son bureau privé, Nadine tapotait ses doigts sur le bureau en acajou. Une seule lampe éclairait la pile de dossiers devant elle. Photographie, registre financier, matériel de chantage potentiel. Elle ne ressentait aucune sympathie pour Vanessa, se rappelant vivement comment cette femme avait volontairement pris sa place. Si les secrets de Vanessa menaçaient sa position dans la famille Moretti, cela pourrait bien être le levier dont Nadine avait besoin. Pourtant, elle se rappela que sa vengeance visait Damien et la famille qui l'avait rejeté. Vanessa n'était qu'un accessoire, bien qu'utile. Soigneusement,
Nadine rangea les documents dans un dossier sécurisé, l'enfermant dans un tiroir. Le temps révélerait la meilleure façon de les utiliser. Cette nuit-là, elle s'assit avec ses jumeaux dans la luxueuse nurserie qu'elle avait conçue dans sa suite Pentouse. Daniel et Nicolas s'approchaient de leurs 3 ans, pleins de curiosité et d'innocence. Elle leur chuchota alors qu'ils jouaient avec des cubes de construction. « Vous avez des frères et sœurs quelque part, » pensa-t-elle, le cœur serré. « Mais vous ne les connaîtrez jamais, parce que les gens qui auraient pu être votre famille sont trop cruels pour vous mériter. » Elle leur embrassa le front pour leur souhaiter bonne nuit, résolue à les protéger de la toxicité qu'elle avait autrefois endurée. Pour l'instant, sa quête acharnée se poursuivait. Construire son pouvoir, consolider ses parts, et dévoiler les fractures cachées de l'Empire Moretti. Le conseiller juridique de Nadine l'informa que le moment de frapper approchait. Entre son acquisition stratégique d'actions de Moretti Corp et les troubles internes qui rongeaient la famille Moretti, l'entreprise vacillait au bord de l'instabilité financière. Alors que des rumeurs se répandaient selon lesquelles Moretti Corp cherchait un investissement majeur pour amortir ses pertes, Nadine prépara son dernier coup d'échec. Elle orchestra une réunion par le biais d'une de ses sociétés prête-nom, Astra Holdings, présentée comme un investisseur potentiel providentiel. Les dirigeants de Moretti Corp, désespérés d'injecter des capitaux frais, sautèrent avidement sur l'occasion. Une date fut fixée pour des négociations dans un centre de conférence haut de gamme. Le jour J, Nadine observait depuis une chambre séparée, chacun de ses mouvements dissimulés par des vitres teintées et des flux numériques habilement arrangés. Ses représentants mandataires gérèrent les discussions initiales. Damien arriva dans un élégant costume bleu marine, flanqué de conseillers et d'avocats. Il avait l'air plus tendu qu'elle ne s'en souvenait, des rides d'inquiétude gravées sur son visage autrefois arrogant. Vanessa était là aussi, vêtue avec élégance mais l'air agité. Elle vérifiait continuellement son téléphone comme si elle attendait des nouvelles urgentes. Nadine eut un sourire narquois, se rappelant les dossiers secrets révélant les loyautés douteuses et les secrets cachés de Vanessa. Alors que les négociations atteignaient un point critique, Nadine fit son entrée. Ouvrant la porte avec une grâce calme, elle pénétra dans la salle de conférence. L'équipe Moretti se figea. Les yeux de Damien se rétrécirent alors qu'il la reconnaissait vaguement du bal de charité. Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent de confusion. L'un des cadres mandataires de Nadine la présenta. Voici Nadine Stone, la partenaire principale derrière Astra Holdings. Elle supervisera les conditions finales de l'investissement. Pendant un instant, l'air crépita de tension. Damien la fixa, la suspicion vacillant sur ses traits. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» demanda-t-il enfin. Nadine offrit un sourire serein, ne confirmant ni ne niant. « J'ai rencontré beaucoup de gens, monsieur Moretti. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de conclure un accord mutuellement bénéfique. » Les membres du conseil d'administration de Moretti Corp poussèrent un soupir de soulagement collectif, inconscients du courant sous-jacent qui tourbillonnait entre Nadine et Damien. Ils la voyaient comme leur sauveuse, une riche investisseuse dont le capital pourrait stabiliser leur navire chancelant. Pour Damien, cependant, les signaux d'alarme retentissaient. Quelque chose dans sa voix, son aplomb, remuait de vieux souvenirs enfouis d'une femme qu'il avait connue autrefois. Gardant son masque fermement en place, Nadine mena les discussions. Elle feignit de s'intéresser à leurs propositions, faisant des suggestions qui approfondissaient subtilement la dépendance de Moretti Corp envers Astra Holdings. À la fin de la journée, les grandes lignes étaient tracées. Astra Holdings fournirait une injection de liquidité significative en échange d'une participation accrue et d'un contrôle partiel sur la direction stratégique de l'entreprise. Nous finaliserons les détails dans les semaines à venir. Dit Nadine avec douceur, rassemblant ses documents. Nous voulons que Moretti Corp prospère. Avant qu'il ne puisse l'interroger davantage, Nadine quitta la pièce. Derrière elle, les dirigeants de Moretti échangeaient des regards soulagés, tandis que Damien observait sa silhouette s'éloigner avec une curiosité inquiète. Pas à pas, il était attiré dans son piège soigneusement tendu, et il n'avait aucune idée de la force avec laquelle elle allait refermer le collet. Quelques semaines plus tard, un grand gala de charité eut lieu au majestueux Imperial Hall de Skyland City. Les participants étaient le gratin du monde des affaires, de la politique et du divertissement. Officiellement, l'événement visait à collecter des fonds pour une initiative d'éducation des enfants, mais en réalité, c'était un terrain de jeu à enjeux élevés où les alliances se forgeaient et le pouvoir s'affichait. Nadine arriva avec Daniel et Nicolas, chaque petit garçon vêtu d'un smoking miniature qui reflétait sa tenue sophistiquée.
Elle avait décidé que c'était le moment de dévoiler sa vie personnelle. Partiellement. Des rumeurs circulaient depuis longtemps sur son statut matrimonial et d'éventuels enfants, mais elle n'avait jamais rien confirmé. Ce soir, elle laisserait le monde la voir à la fois comme une magnate prospère et une mère dévouée. De l'autre côté du hall, Damien et Vanessa entrèrent, attirant un groupe de photographes. Damien avait l'air élégant, bien que discret. Vanessa scintillait dans une robe vaporeuse, son bras enroulé autour de celui de Damien, bien qu'une tension troublante se lisait sur son sourire. Leurs yeux parcoururent inévitablement la foule, se posant sur Nadine, qui se tenait élégamment avec ses fils. Le regard de Damien se fixa sur les jumeaux. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez eux. Surtout leurs yeux, qui avaient une teinte rappelant la sienne. Il ne pouvait se défaire du sentiment troublant qu'il avait déjà vu ses traits. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors qu'une vague de confusion l'assaillait. Vanessa regarda aussi, les sourcils arqués. Elle chuchota quelque chose à Damien, qui acquiesça sèchement. Ensemble, ils s'approchèrent de Nadine. « Mademoiselle Stone », commença Damien, forçant un ton courtois. « C'est une surprise de vous voir ici avec vos enfants ?» Nadine inclina la tête en guise de salut mesuré, posant une main protectrice sur l'épaule de chaque jumeau. Ils étaient également invités. Après tout, ce gala bénéficie à l'éducation des enfants. Je veux qu'ils comprennent la valeur du don. Daniel et Nicolas clignèrent des yeux, grands ouverts, en direction de Damien et Vanessa. Polis mais désintéressés par la tension qui tourbillonnait autour d'eux. L'attention de Damien ne quittait pas les jumeaux. Ils ont l'air d'avoir 3 ou 4 ans, s'aventura-t-il avec hésitation. 3, confirma Nadine, sa voix neutre. Vanessa tenta maladroitement un sourire. Oh, ils sont adorables. Puis-je demander qui est leur père? Les lèvres de Nadine esquissèrent le plus léger des sourires narquois. Leur père n'est pas dans nos vies. Un silence s'installa, les déclarations chargées suscitant un mélange complexe d'émotions dans les yeux de Damien. Avant qu'il ne puisse insister davantage, le téléphone de Nadine vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran puis les regarda à nouveau. Si vous voulez bien nous excuser. Elle guida ses fils vers un groupe de cadres, laissant Damien et Vanessa en suspens dans son sillage. Damien regarda le trio s'éloigner, le cœur battant dans sa poitrine. Un instinct lui disait que ses enfants n'étaient pas qu'un détail aléatoire dans la vie policée de Nadine Stone. À chaque seconde qui passait, la possibilité lancinante gagnait du terrain dans son esprit. Pourraient-ils être les miens? Dans les jours qui suivirent le gala, les soupçons de Damien concernant les jumeaux de Nadine Stone s'intensifièrent. Il devint agité, consumé par un sentiment inébranlable qui le regardait un morceau de son passé. Malgré le chaos dans sa vie personnelle et professionnelle, il se concentra sur un seul objectif, découvrir la vérité. Saisissant un rare moment où Nadine était à l'étranger pour affaires, il se tourna vers un détective privé de son cru. Avec une somme considérable, il obtint une surveillance secrète des jumeaux. Utilisant des objets égarés, un gobelet jetable dans lequel Daniel avait bu dans un café public, un mouchoir que Nicolas avait utilisé pour s'essuyer le nez, l'enquêteur de Damien obtint des échantillons d'ADN. Damien attendit dans un tourbillon d'anxiété et de désespoir, vérifiant son téléphone sans cesse pour des mises à jour. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, il s'enferma dans son bureau à la maison, ignorant les coups inquiets de Vanessa à la porte. Ouvrant l'enveloppe confidentielle, il lut les lignes qui allaient bouleverser son monde. Probabilité de paternité, 99,9%. Ses mains tremblaient, son souffle saccadé alors qu'il revivait un torrent de souvenirs. Les supplications larmoyantes de Nadine lorsqu'elle fut déclarée stérile, l'humiliation de l'avoir chassée, et cette image finale d'elle traînée loin du domaine Moretti. Elle n'était pas stérile après tout. Elle avait donné naissance à des jumeaux, ses enfants. Un tumulte d'émotions le percuta, regret, colère, incrédulité, et une once tordue d'espoir. Alors que la réalité s'imposait, il réalisa la profondeur monstrueuse de son erreur. Il avait chassé la femme même qui pouvait lui donner l'héritier que sa famille cherchait si désespérément. Cette nuit-là, il confronta Vanessa dans leur chambre. « Le savais-tu » exigea-t-il, brandissant les résultats ADN. Vanessa blêmit. « Non, quoi? Que Nadine n'est pas stérile. Elle a des jumeaux. » Mes jumeaux. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent sous le choc sincère. Elle balbutia de confusion, ne sachant si elle devait feindre l'ignorance ou exprimer sa consternation.
Mais elle a été déclarée stérile, n'est-ce pas? Le regard de Damien la transperça. C'est ce que nous croyions. Mais c'était un mensonge, le mensonge de quelqu'un. Ou une erreur de diagnostic. Il s'affaissa sur le bord du lit. Les mains serrées. Pendant tout ce temps, nous aurions pu avoir un héritier. Et pourtant, je l'ai jeté comme un déchet. Pour la première fois depuis des années, Damien se sentit véritablement impuissant. La condamnation de sa mère, les papiers du divorce, le spectacle public, tout lui revint en mémoire. Et à cet instant, il comprit à quel point il avait profondément fait du tort à Nadine. La question était maintenant de savoir ce qu'il pourrait bien faire pour rectifier une trahison aussi catastrophique, et comment il affronterait une femme dont il avait effectivement détruit la vie. Le manoir Moretti semblait étouffant à Damien. Des œuvres d'art ornaient les murs, chaque pièce valant une fortune, mais il ne voyait que le vide d'un héritage qui dépendait de sa capacité à produire le prochain héritier. Maintenant, il savait qu'il y avait 2 héritiers, des enfants vivants, respirants, qui partageaient son sang. Des enfants qu'il avait abandonnés sans le savoir. La culpabilité le rongeait, hantant chacune de ses pensées. Il convoqua un conseil de famille, incluant sa mère Eleanor Moretti. Vanessa était notablement absente, s'étant réfugiée chez ses parents au milieu du tumulte ambiant. Tendu et appréhensif, Damien s'éclaircit la gorge et fit face à Eleanor. « Mère » commença-t-il formellement. « J'ai des raisons de croire que Nadine n'a jamais été stérile. Elle a des jumeaux. Mes enfants. » Les yeux d'Eleanor brillèrent d'un mélange d'incrédulité et d'indignation. « C'est absurde. Le médecin a confirmé. J'ai des preuves. » Interrompit Damien, claquant le rapport ADN sur la table. Pendant toutes ces années, nous l'avons blâmé pour son incapacité à concevoir, mais nous avions tort. Maintenant, elle a ce dont notre famille a le plus besoin, des héritiers. Le visage d'Eleanor pâlit. Elle réalisa l'ampleur de cette révélation, tout ce qu'ils avaient fait, y compris divorcer de Nadine et faire entrer Vanessa dans la famille, reposait sur une fausse prémisse. « Où sont ses enfants » exigea-t-elle. Damien hésita. « Ils vivent avec Nadine. Elle est devenue puissante, mère. Elle n'a pas besoin de nous. » Les narines d'Eleanor se dilatèrent d'indignation. « Ne sois pas naïf. Elle n'a peut-être pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle, et de ses jumeaux. Nous ne pouvons pas laisser la lignée Moretti s'éteindre ici. Si elle est riche, nous pouvons trouver un moyen de la ramener dans le giron. Offre-lui quelque chose qu'elle veut. Nous avons des ressources. » La mâchoire de Damien se crispa, se souvenant de la froideur absolue avec laquelle il avait rejeté Nadine. « Je doute qu'elle vienne de son plein gré. Nous lui avons fait du tort, mère. Plus que vous ne le réalisez. » Eleanor se leva de son siège, sa voix durcie par des générations de privilèges. « Alors nous la ferons venir à nous. D'une manière ou d'une autre. Elle porte notre sang, et je ne permettrai pas que le nom Moretti soit diminué. Par lui. Fais tout ce qu'il faut pour obtenir ses héritiers. » Damien quitta la réunion avec un étrange mélange de résolution et d'effroi. Il pensa au port altier de Nadine dans cette salle de conférence. Comme elle avait semblé si distante et sûre d'elle. Était-il possible de la ramener dans la famille qu'elle méprisait? Les cicatrices de la trahison pourraient-elles jamais guérir? Une chose était claire, les Moretti étaient maintenant désespérés. Et le désespoir, Damien le savait, pouvait les pousser à faire des choses dangereuses. Au domaine Moretti, Vanessa faisait les 100 pas dans le hall en marbre, les nerfs à vif. La nouvelle lui était parvenue que Nadine était la mère des enfants de Damien, une tournure qu'elle n'avait jamais anticipée. Soudain, la précarité de sa propre position devint cruellement évidente. Eleanor Moretti avait déjà commencé à la traiter froidement, laissant entendre que la famille avait besoin d'une vraie mère pour ses héritiers. Incapable de supporter la tension, Vanessa décida de lancer une frappe préventive. Elle organisa une rencontre avec un journaliste de tabloïd avec qui elle avait des relations, espérant concocter un scandale qui pourrait saper la réputation de Nadine. Si elle parvenait à dépeindre Nadine comme une croqueuse de diamants intrigante qui avait piégé Damien, peut-être que les Moretti s'accrocheraient à Vanessa comme à leur bouée de sauvetage. Cependant, Vanessa sous-estima grandement la préparation de Nadine. L'enquêteur privé de Nadine intercepta des rumeurs du plan, ayant vent de la rencontre secrète de Vanessa. Avec les preuves documentées du passé peu recommandable de Vanessa ou ses liaisons,
son possible avortement, Nadine orchestra sa propre contre-intrigue. La veille de la parution de l'histoire de Vanessa, un nouveau titre envahit les tabloïds, Liaison et mensonge, la double vie choquante de Vanessa Moretti. Des photographies explicites firent surface, reliant Vanessa à des relations scandaleuses qui s'étendaient sur des années. Des relevés financiers furent divulgués, exposant l'argent du silence qu'elle avait versé à un ancien amant. En un instant, le nom Moretti fut traîné dans la boue, et Vanessa se retrouva à l'épicentre de la tempête. Quand Vanessa vit les gros titres, elle devint pâle comme un fantôme. Elle s'enferma dans sa chambre, ignorant les supplications de Damien. Elle savait qu'une fois qu'Eleanor Moretti aurait vent de ce fiasco, l'enfer se déchaînerait. En effet, ce soir-là même, Eleanor confronta Vanessa dans un accès de rage. « Vous osez souiller notre nom » cracha-t-elle, brandissant le tabloïd. « Nous vous avons fait entrer dans cette famille pour produire un héritier, et vous ne pouvez même pas faire ça. Maintenant, vous récompensez notre générosité par un scandale. » Vanessa tenta de balbutier une défense, mais la fureur d'Eleanor était implacable. « Nous en avons fini de vous couvrir. La seule chose qui importait était votre capacité à concevoir. Et si vous ne pouvez pas nous donner cela, vous ne valez rien. » Des larmes strièrent les joues de Vanessa. Elle réalisa trop tard que Nadine l'avait déjouée. D'un seul coup stratégique, Nadine avait inversé le scénario, s'assurant que la chute de Vanessa commence précisément au moment où Vanessa tentait de frapper la première. Nadine était dans son bureau pentouse, examinant des rapports financiers, lorsque sa secrétaire la contacta par interphone. « Madame Stone, » dit la voix hésitante. « Il y a un homme qui veut vous voir. Il n'a pas de rendez-vous. » Nadine regarda le flux de sécurité sur son ordinateur. Elle faillit laisser tomber son stylo. Debout dans le hall, l'air débraillé et anxieux, se trouvait Damien. Son cœur battait la chamade, mais elle garda son sang-froid. « Faites-le monter. » répondit-elle froidement. Elle voulait voir ce que le désespoir le poussait à faire. Quelques minutes plus tard, Damien entra dans son bureau privé, jetant un coup d'œil aux meubles élégants et aux vues panoramiques de la ville. Il paraissait plus petit, en quelque sorte, accablé par un fardeau invisible. Nadine se leva de derrière son bureau, la colonne vertébrale droite, dégageant le pouvoir tranquille qu'elle avait cultivé. « Madame Stone » commença Damien, la voix brisée. « Puis-je m'asseoir » Elle inclina la tête. « Je vous en prie. » Elle joignit les mains, laissant le silence s'installer entre eux. Damien prit une profonde inspiration, rassemblant visiblement son courage. « Je suis sûr que vous savez maintenant, » dit-il prudemment, « que les jumeaux, Daniel et Nicolas, sont mes enfants. » Nadine haussa un sourcil. « Vraiment ?» Son visage se tordit de culpabilité. « J'ai fait un test ADN. Il s'est avéré concluant. Ils sont à moi. Ce qui me fait réaliser à quel point nous avons, été catastrophiquement injustes envers vous. Je suis venu ici pour vous dire que je suis désolé. » Elle sentit son cœur se serrer à son remords, mais elle força son expression à rester impassible. « Vous êtes désolé ? Pourquoi exactement ? M'avoir jeté dehors parce que vous me croyez stérile ? M'avoir humilié publiquement ? Ou avoir attendu d'avoir besoin d'héritier pour enfin venir me trouver ? » Damien baissa la tête. « Pour tout ça. J'ai agi comme un monstre. J'ai écouté ma famille, mais j'étais tout aussi coupable. Je regrette chaque partie de cela. » Une lueur de colère dansa dans les yeux de Nadine. Elle se leva de son siège, contournant son bureau pour se tenir devant lui. « Alors vous pensez que des excuses vont tout arranger ?» Il déglutit. « Je veux faire ce qu'il faut pour vous. Et pour eux. Nous pouvons redevenir une famille ici. » Elle laissa échapper un ri, invitant son nouveau personnel et ses partenaires à se joindre à elle. Par un doux week-end matinal, un convoi de véhicules quitta la ville pour la campagne. Au début, beaucoup de collègues urbains de Kémy parurent appréhensifs à l'idée de voyager si loin des sentiers battus. Mais à leur arrivée, ils furent accueillis par des sourires chaleureux, une musique vibrante et l'arôme appétissant de mets faits maison. Des rangées de tables étaient dressées sous de grands auvents. Des batteurs locaux jouaient des rythmes entraînants, et les enfants couraient en riant. Les anciens du village, vêtus de tenues colorées, accueillirent Kémy avec des bénédictions et des prières. Ces nouveaux alliés corporatifs furent impressionnés par la communauté. Beaucoup admirent que c'était la première fois qu'ils voyaient la vie en dehors de la ville scintillante. Ils se mêlèrent aux villageois,
partageant des histoires, dansant et appréciant le doux vin de palme. Kémy se déplaçait parmi les invités, un sourire radieux sur son visage. Elle se sentait plus chez elle ici qu'elle ne l'avait jamais été lors d'une réception de la famille Lawson. C'était son monde, un monde construit sur le respect partagé et la joie collective. Femi et Maya riaient en initiant les cadres d'entreprise aux danses traditionnelles. Tandis que les femmes locales expliquaient fièrement les coutumes du village. En fin d'après-midi, Kémy monta sur une petite estrade pour s'adresser à la foule. « Merci de m'honorer de votre présence. Aujourd'hui, nous célébrons l'unité, l'humilité et le magnifique mélange de l'ancien et du nouveau. Mon cœur est plein de savoir que nous pouvons jeter des ponts entre les mondes ensemble. » Un tonnerre d'applaudissements salua ces mots. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, un feu de joie crépita, et le festin se poursuivit tard dans la nuit. Kémy regarda autour d'elle les visages souriants et réalisa que c'était la vie qu'elle avait toujours voulu. Une vie où la compassion, le respect et les opportunités prospéraient. C'était une véritable célébration du chemin qu'elle avait parcouru, du village qui l'avait élevé à la scène mondiale qu'elle commandait maintenant. De retour en ville, l'ascension fulgurante de Kémy en fit une sensation médiatique. Les demandes d'interviews, les couvertures de magazines et les apparitions télévisées affluèrent. Les gens étaient séduits par son histoire de misère à la richesse, la saluant comme la nouvelle icône de l'autonomisation féminine. Malgré l'attrait, Kémy déclina poliment la plupart des offres. Elle refusait de laisser la célébrité la consumeur. Pour elle, la plus grande réussite n'était pas le glamour mais un impact authentique sur la vie des gens. Elle resta ferme dans sa décision de continuer à travailler discrètement en coulisses, mettant en œuvre des politiques d'entreprise qui favorisaient l'équité et les opportunités. Lorsqu'un prestigieux magazine d'affaires tenta d'organiser une séance photo la montrant dégoulinante de diamants et de tenues de créateurs, elle refusa gentiment. « Merci pour l'honneur, dit-elle au rédacteur en chef, mais je préférerais me présenter d'une manière qui me semble fidèle à qui je suis. Je ne porterai pas de symbole de statut juste pour alimenter un titre. » Le rédacteur en chef tika, l'avertissant qu'une telle humilité pourrait ternir son pouvoir de star. Kémy sourit seulement. « Alors, qu'il ternisse. Ma valeur ne se mesure pas en paillettes. » Ces paroles se répandirent sur les réseaux sociaux, suscitant un débat plus large sur ce que signifiait être une femme au pouvoir. Certains louèrent son authenticité, tandis que d'autres la critiquèrent pour ne pas utiliser sa plateforme pour pousser plus agressivement. Pourtant, Kémy resta imperturbable. Elle avait appris que le succès signifiait différentes choses pour différentes personnes, et elle ne compromettrait pas ses valeurs pour correspondre au récit de qui que ce soit. Elle naviguait chaque jour avec une grâce discrète, dirigeant des réunions de conseils d'administration, finalisant des projets philanthropiques et élargissant les opportunités pour les communautés marginalisées. Elle était la reine d'un empire, mais elle ne portait pas de couronne. Et dans cette simplicité, elle trouva une résonance plus profonde avec ceux qui l'avaient autrefois sous-estimée. Le gratte-ciel qui affichait autrefois le nom de Lawson Global portait désormais une nouvelle enseigne, Okwa Innovation Global. Des ouvriers avaient remplacé les lettres pendant la nuit, dévoilant le changement de propriétaire à la ville entière. Kémy avait d'abord résisté à l'idée de renommer l'entreprise, mais après mûre réflexion, elle décida qu'un nouveau départ était nécessaire pour symboliser sa transformation. Tôt le matin, elle arriva seule au bâtiment, traversant le hall d'entrée poli. Les têtes se tournèrent, et le personnel la salua poliment, leur regard plein d'admiration plutôt que de peur. Elle prit un ascenseur jusqu'au dernier étage, son étage, où des rangées de bureaux vitrés surplombaient le vaste paysage urbain. Dans le bureau d'angle, il n'y avait pas de plaque nominative grandiose ni de décor ostentatoire. Au lieu de cela, le bureau de Kémy contenait quelques photos de famille, son ordinateur portable et une petite photo encadrée d'Henry Greyfield, souriant lors d'une de leurs anciennes séances de mentorat. Elle sortit sur le balcon, laissant la brise matinale lui caresser le visage. La ville s'étendait devant elle, témoignage des sommets qu'elle avait atteints et des humbles racines qu'elle refusait d'oublier. Un sentiment de plénitude tranquille l'enveloppa. Elle s'était libérée d'un mariage toxique, avait revendiqué l'empire qui lui revenait de droit et l'avait fait entrer dans une ère plus humaine et inclusive. Malgré les ecchymoses émotionnels laissés par la trahison, elle n'avait pas laissé l'amertume dicter ses décisions. Alors qu'elle se tenait là, un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Elle pensa à sa grand-mère, à Henry Greyfield, au village qui dansait en fête, et aux nombreux qui l'avaient accompagné avec foi. Le reflet dans la porte vitrée montrait une femme calme et confiante qui avait pris les rênes de son destin. Dans ce dernier cadre,
Kémy Okwa se tenait droite, son parcours de fille de village sous-estimée à propriétaire d'un empire achevé. Elle contemplait la ligne d'horizon scintillante, ses yeux reflétant l'espoir, la résilience et la promesse de toujours tracer un chemin que d'autres pourraient suivre, transformant la cruauté en compassion et l'adversité en triomphe. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.